Une bande, des appartes, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi là ? C'est un échange avec un ou une invitée, que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je reçois aujourd'hui Anna. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Hello Sophia. Alors oui, je peux me présenter. J'ai entendu dans ton intro que tu parlais des jeunes et des moins jeunes, donc vu ma tranche d'âge, je sais pas trop où me positionner. Je dirais moins jeune. Ouais, tu penses ? Du coup, j'ai 26 ans, je m'appelle Anna, en tout cas de surnom, et je suis designer photographe. Tu peux nous expliquer ce que c'est un peu pour les gens qui ne connaissent pas le milieu, bon, même s'il y en a beaucoup maintenant qui connaissent la communication de façon générale. Le monde de la com, alors plein de joyeuseté, n'est-ce pas ? Designer, en fait, c'est un peu pour couvrir tous les termes de graphiste, web designer, créa, direction artistique et tout ça. Donc, en gros, je fais un peu tout. Et c'est pour ça que je le résume en designer, mais je pourrais aussi dire graphiste, infographiste, ou les termes, des 1 million de termes, designer d'interface, UX, UI, tout ça. Et en parallèle de ça, si je ne dis pas de bêtises, tu es ce que l'on peut appeler une blogueuse. Alors, blogueuse, plus trop, parce que j'ai eu un blog sur une très courte durée, mais plutôt Instagrammeuse, où, alors vraiment, le mot un peu que je n'apprécie pas trop, c'est le terme influenceuse, mais vu mon influence, je dirais plutôt genre micro-influenceuse ou influenceuse de rien du tout, ou influenceuse en carton. Mais en fait, ouais, juste, je fais de la créa sur Insta depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis sur Insta et du coup, il se passe des choses pour moi par rapport à Insta, mais c'est ni de grande envergure, ni rien du tout. Donc, on va dire que c'est un petit quelque chose qui anime ma vie quand même, en parallèle, et ça va complètement avec mon activité de créa finalement, parce que j'expose principalement mes photos et aussi un peu de ma vie, un peu de mon style, mes voyages surtout, parce que je suis passionnée par ça, donc voilà. Et ta vie bordelaise, parce que ça on l'a pas dit, mais tu viens de Bordeaux. Du coup, oui, ma vie à Bordeaux, parce que native de Bordeaux depuis toujours, j'ai jamais bougé, en tout cas jamais vécu ailleurs sur une longue période. J'ai juste voyagé, mais jamais vécu ailleurs, donc on va dire que c'est vraiment ma petite zone de confort ici. Et c'est ici que tu trouves l'inspiration du coup. Alors je trouve de l'inspiration, mais c'est vrai que j'ai fait le tour un peu, mais j'arrive toujours à trouver des nouvelles choses, à essayer d'aller au-delà des sentiers battus pour trouver dans cette même ville des nouvelles choses. Par exemple, quand je fais des photos d'architecture ou de la street photo, sur Bordeaux, on va vachement voir de manière générale de la part des photographes les clichés du miroir d'eau, enfin des monuments assez connus, et moi je vais vraiment plutôt en périphérie, j'ai déjà fait pas mal de shootings dans des résidences de bâtiments HLM et tout ça. Il y a vraiment, en fait, on se rend pas compte, mais une source presque inépuisable d'inspiration ailleurs. Et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer sur Insta en tout cas. C'est peut-être pas ce qu'on remarque le plus, on se dit pas « Ah, elle a vraiment des spots incroyables et tout ça ». Mais à mes yeux, c'est incroyable parce que des fois, c'est des trucs qu'on s'imagine pas dans la ville ou autour, et moi, ça m'intéresse de faire ça. En fait, je repère toujours mes spots quand je conduis ou quand je marche ou quand je vais à un rendez-vous médical ou je sais pas, et je passe devant un truc, je me dis « Punaise, ça, c'est pas mal, hein ». Et du coup, voilà. Ça marche, et je reviens sur le terme influenceuse que tu n'aimes pas parce que c'est le sujet d'aujourd'hui en fait. Enfin, on va parler des réseaux sociaux de façon générale et notamment des influenceurs. Ouais. J'aime pas ce terme parce que je trouve que ça veut dire que t'es leader d'opinion et aussi que t'influences une communauté. Les influenceuses, pour moi, c'est vraiment celles qui ont une espèce de pouvoir d'achat sur les gens. Elles peuvent... On va vraiment citer le truc très basique, mais le placement de produits, et qui, dans les heures suivantes, va être dévalisé par la communauté qu'elle fédère. Moi, je me considère pas du tout comme ça. Je pense même pas avoir une communauté particulière. Je suis juste un peu quelqu'un de lambda, une créative qui expose son travail. Donc, pour moi, je suis pas influenceuse. Et vu le niveau de gens qui me suivent et la régularité du truc, si on devait vraiment mettre un terme, je serais peut-être micro-influenceur ou nano-influenceur, je sais plus trop les termes qui existent pour qualifier la hiérarchie des influenceurs, mais je me considère pas influenceur. Et c'est pas un but, à un moment de ta vie, tu t'es pas dit « Ok, demain j'aimerais bien être influenceuse ».
T'as toujours eu cette connotation en fait, un peu cette connotation négative par rapport à ce que tu dis ou... Non, je pense parce que en fait, quand j'ai commencé à publier sur Insta, il n'y avait pas encore le terme influenceuse, il est arrivé plus tard. Moi, en fait, j'ai toujours été animée par la création et je pense que je suis d'une génération où on a commencé à partager ce qu'on crée sur Internet. Moi, je me souviens très très bien des premières blogueuses, du coup, c'était bien un petit peu avant Insta, que j'ai suivi. Je pourrais citer Chloé Pandry, qui du coup est toujours bordelaise et qui a été une de mes premières sources d'inspiration avec Natasha Bird. Et du coup, elle, principalement, publiait finalement du lifestyle, de la mode et tout ça. Et il n'y avait pas encore le terme influence, même si ça commençait à faire son nid. Et je me suis pas dit « Oh, je veux être influenceuse et faire des placements de produits ». Je me suis dit « Ah, mais c'est trop bien de partager ce que tu crées. C'est trop bien de montrer tes photos. C'est trop bien de réussir à se montrer aussi, pas en tant que modèle, mais de se représenter soi, avec son identité, son style vestimentaire et de dire « Tiens, regardez, on peut s'habiller comme ça ». Et du coup, après, ça a dérivé sur plein de nanas qui ont fait ça et qui l'ont fait très bien. Et du coup, après, on s'y retrouve, quoi. Enfin, en tout cas, à l'ère du blog, quand il a un petit peu pété, je pourrais pas te citer l'année exacte, mais quand vraiment ça a fait une belle évolution et que tout le monde commençait à suivre des blogs, c'était hyper intéressant parce que tu pouvais avoir une blogueuse cuisine, une blogueuse mode luxe, une blogueuse mode plus accessible. Et du coup, c'était vachement bien. Et tout le monde... Et je sais pas, c'était assez stimulant en termes de création. Et du coup, moi, c'est sûr que j'envie un petit peu leur vie parce que quand ça a commencé à faire un peu du bruit et avoir de l'effet, en tout cas, sur leur business et sur leur vie financière, parce qu'elles ont réussi à faire de ce kiff un métier, je me suis dit, ah, mais ça serait trop cool que j'arrive à vivre de ce que j'aime, de ce que je partage, de ce que je fais au quotidien, parce que mon quotidien est finalement presque du travail, parce que je suis tout le temps en train de m'inspirer, de créer, de penser à des idées, des ci, des ça, des vidéos et tout. Mais c'est clair que je me suis dit un jour, c'est trop cool ce qu'elles font et c'est trop bien de gagner leur vie avec, mais je me suis jamais dit je veux être influenceuse et montrer des produits sur Insta. C'est vraiment là où je mettrais la nuance, en tout cas dans mon cas, qui je pense peut ne pas être nuancée chez les ados ou les plus jeunes qui vont juste voir l'aspect des personnes qui gagnent de l'argent en fédérant une communauté, on sait pas trop comment, et en montrant des produits ou en ayant des partenariats. Enfin, pour moi, c'est pas ça le sens du métier. Et je pense que du coup, il y a peut-être un travail aussi d'éducation à faire pour les plus jeunes pour pas non plus s'inventer une vie. C'est vrai que c'est pour les plus jeunes et aussi pour les moins jeunes aussi. En fait, je reviens sur ça parce qu'on avait eu une discussion aparté totale de l'épisode. Mais sur le fait que... Soso. Oui, on se connaît, heureusement. Soso tout de suite, ça sort les surnoms. Ouais, j'ai lancé le dos, ça y est. Et on avait un peu une discussion sur le fait qu'il y ait beaucoup de nos parents, en tout cas de personnes de cette génération-là, qui ne comprennent pas forcément le métier de blogueur, en fait le domaine de l'influence sur les réseaux sociaux de façon générale. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes que nous, par exemple, on avait parlé avec quelqu'un qui pensait que les nanas de la télé-réalité qui étaient sur les réseaux sociaux, pour elles, c'était vraiment qu'un type de blogueur, enfin de blogueuse dans ce cas-là, et que c'était la même chose pour tous les blogueurs. Donc le fait par exemple de dire ok, demain j'aimerais bien lancer un blog, aller dans le domaine de l'influence, parler de ce que j'aime, ça avait une connotation hyper péjorative. Alors qu'en fait les gens ne connaissent pas, ils pensent aussi que c'est un métier facile. Ils considèrent même pas en fait que c'est un métier souvent, la plupart des cas. C'est pas considéré comme un métier. Surtout aux yeux de nos parents, des anciennes générations, comme tu dis, ils font souvent le lien un peu facile avec la télé-réalité, alors que de base... être influenceur, ce n'est pas que des gens, que des candidats de télé-réalité. Je pense que même ils sont devenus influenceurs bien après les blogueurs, je pense. Après, je suis assez d'accord avec toi. Après, je n'en sais rien, je n'ai pas écrit un dictionnaire là-dessus, mais je pense que c'est arrivé même après qu'ils aient réussi à faire leur place en tant que leader d'opinion grâce à la télé, qui est un vrai tremplin. Et c'est encore plus compliqué pour une personne un peu lambda de partir de zéro et de se dire tiens, je monte un blog cuisine.
et je vais faire ma vie autour de ça. Et je vais T'as pas de notoriété en fait, tu pars pas de quelque chose. Exactement, du coup c'est plus difficile et c'est clair que nos parents, soit ils comprennent pas, soit c'est à leurs yeux une perte de temps. C'est ça. C'est pas un rendement, c'est pas non plus une carrière. Et c'est pas un métier, c'est la facilité, c'est se dire il y a des évolutions technologiques et du coup ils ont plus la valeur du travail, ils sont tout le temps sur leurs ordis et du coup il y a plus de métier, alors qu'en fait ça va juste avec l'évolution et forcément il y a des nouveaux métiers. Mais là où ils ont peut-être un petit peu raison, c'est qu'il y a de l'éducation à faire, mais comme tu dis très bien, aussi au niveau des anciennes générations pour leur expliquer qu'il y a des vrais métiers, il y a des youtubeurs vidéastes qui font un taf mais monstrueux. Alors certes c'est pas des métiers ouvriers comme à l'époque, mais c'est un métier, c'est du divertissement, c'est une nouvelle façon de divertir les gens, surtout en ces temps de Covid, de confinement et tout. Je pense que c'est une manière encore plus accessible pour nos générations de se divertir et de trouver des nouveaux contenus, alors que, je veux pas critiquer, mais la télé, ça tourne un peu en rond. Donc je trouve que tu as raison sur le fait que les anciennes générations sont aussi à éduquer sur ce niveau-là et je pense qu'il y a des nuances à faire en fait sur les vrais métiers, et là où c'est un petit peu facile. La télé-réalité, je sais pas, je connais pas, j'ai pas de pied là-dedans et je connais personne. Tu ne connais pas la télé-réalité. Je connais pas dans... C'est à mon tour de lancer du dos. Je connais pas du côté caméra en fait. Moi je suis du côté télé quoi. Je regarde en tant que spectatrice. Mais je connais pas en mode vraiment comment on fait pour vivre de la télé-réalité. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est pas dur ? Est-ce que c'est aussi facile qu'on le pense ? J'en sais rien. Donc ça, je peux pas dire, mais c'est clair que je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en tout cas, il y a une base de notoriété pour ensuite trampoliner sur le métier d'influence. Et justement, par rapport à ça, désolée, j'ai la voix cassée, l'automne arrive, l'hiver est bientôt là, voilà, on tombe malade, ce n'est pas le Covid, je vous rassure, voilà. Mais on parlait également du fait qu'il y avait certains, en tout cas, toi, tu avais l'impression que certains influenceurs avaient une certaine forme de chance, avaient les étoiles alignées. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a un facteur quand même chance ? Ouais, je pense que l'égalité des chances, de manière générale, que ce soit dans les carrières ou dans le métier d'influence, dans tous les aspects de la vie, est clairement pas égale chez tout le monde. On va pas se mentir que quelqu'un qui vit dans la Creuse et qui veut lancer un blog mode, mais qui a le premier Zara à 2 heures de chez lui, ou de chez elle, et qui a aucun réseau, ce genre de truc, il va avoir un petit peu plus de mal, je pense. Après, il y a toujours des exceptions, toujours des gens qui claquent un truc, on sait pas trop comment. Mais je pense qu'il aura un peu moins de chance que la Parisienne, qui aura déjà un dressing rempli, qui aura papa qui bosse dans la com et tout ça. Je veux pas être dédaigneuse, juste c'est une égalité des chances et ça s'applique dans le métier d'influence comme ça peut s'appliquer dans le monde des études. Moi, j'en ai fait les frais aussi. J'ai une égalité des chances qui était moindre, donc les études étaient difficiles d'accès et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des influenceuses ou influenceurs qui ont eu des énormes coups de pouce et qui, du coup, on va dire, passent les étapes plus vite et peut-être plus accompagnés et plus considérés. Sont peut-être plus proches du monde du business, en fait, et du monde digital, et du coup, peut-être accompagnés par des pros plus rapidement, financés. Ils ont peut-être des capitaux aussi de côté. On ne se rend pas compte, mais quand tu veux être influenceuse mode, par exemple, ça veut dire qu'il faut de la fringue, tu vois, il faut de la sape. Ouais. Tu les trouves où, ces sapes ? Alors ouais, il y aura les chineuses, les machins et tout ça, mais il y a quelques années, c'était pas encore trop la mode écolo et tout ça, c'était vraiment l'influenceuse mode assez classique. Et là, il faut enchaîner les outfits, il faut enchaîner les inspirations. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont usé aussi du j'achète et je ramène, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que si financièrement ça va, que t'as les bons pistons, je pense, et peut-être que je me trompe, que tu peux, si t'arrives à en faire quelque chose, tu peux gravir les échelons plus vite que la personne qui va être un peu esseulée en campagne, avec plus de difficultés, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est ce que je pense. Et toi, tu parlais justement du fait que t'aies pas forcément eu cette chance d'avoir autour de toi des influenceurs. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancée ? En fait, comme tu disais, moi, j'ai commencé à suivre parce que j'ai toujours été très connectée.
vraiment depuis toujours. Hein. Vraiment Vraiment. Ça a commencé avec les skyblogs, les ci, les ça, enfin vraiment tout. Genre, je pense que j'aurais été une ado en cette période, j'aurais été TikTok. Ouais, j'aurais été à fond sur TikTok, j'aurais fait tous les challenges et tout, mais nous, on était plus MySpace, Skyblog et tout ça. Donc j'étais assez connectée, donc ça a donné naissance au premier blogger, qui était sur Blogspot, je crois, à l'époque, un truc comme ça. Ça date. Ouais, c'est un certain nombre d'années. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Et comme je te disais, j'ai cité Natasha Bird, qui est une de mes inspirations... une de mes premières inspirations, parce qu'elle, en fait, elle se rapproche encore plus... Qui est bordelaise aussi, si je dis pas de bêtises. Alors, elle est Où elle habite à Bordeaux. Voilà, elle n'est C'est pas ça. native de Bordeaux, et elle habite proche Bordeaux. Je pense qu'elle est dans les Landes, ou en Gironde, en sud-ouest. Ça marche. Ouais, je pourrais pas localiser exactement. Bon, bref, elle est par là. Et du coup, à l'époque, elle avait pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui, mais ça commençait pas mal à prendre pour elle. À l'époque, elle dessinait vachement. Elle faisait des filles A, c'était des portraits de filles illustrées. Et ça commençait à prendre pour elle, et c'est vraiment celle qui m'inspirait le plus, parce qu'elle était finalement graphiste, en fait, créative. Je crois qu'elle avait bossé pour L'Oréal en agence de com sur Paris. Enfin, j'avais vachement suivi son cursus parce que ça m'inspirait trop. Je me disais, ok, je vais pouvoir peut-être vivre de ça aussi plus tard, parce qu'elle a déjà quelques années de plus que moi. Pas énormément non plus, mais quelques-unes. Du coup, elle était déjà plus avancée dans les études et tout ça, et je me disais, c'est trop bien. Et en fait, un jour, sur Insta, elle a lancé un concours photo de ses fonds d'écran, si je me souviens bien. Et en fait, elle voulait qu'on fasse une jolie photo avec son fond d'écran, un truc comme ça. Et moi, là, j'avais mis le paquet de l'époque, hein, ça serait pas le paquet de cette année. Mais de l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de gens sur Insta et tout ça. Et j'ai gagné ce concours, et elle m'a republié. Félicitations. Wow. Même des années plus tard. Concours de 2013 ou 2014, je ne sais plus. D'accord, ça fait presque une dizaine d'années. Mais oui, bon, c'est ça. on est tard que jamais. Hein. Et je me souviens, j'étais en mana, j'étais en mise à niveau en art appliqué, donc en prépa. Et donc j'avais fait cette photo. Non pas... je me suis pas dit, je mise tout sur cette photo, ma vie va changer radicalement. Pas du tout, j'étais là, genre, c'est trop bien, elle fait un concours, je le fais, tu vois. Genre, c'est créatif, c'est stimulant. En plus, j'étais en prépa art, donc j'étais tout le temps en train de créer à ce moment-là. Et donc, j'ai gagné ce concours. Et du coup, un jour en cours, je vois... à l'époque, j'avais les notifications. Et je voyais... nanana, c'est abonné à vous. Nanana, c'est abonné à vous. Et genre, ça défilait. Et en fait, je crois que j'ai pris genre 3000 abonnés de Natasha Bird Wow. en une journée. Et puis en plus, à l'époque, l'algorithme, il était vraiment sympa. Et du coup, dès que t'avais un petit riposte d'une marque ou quoi, ça prenait. Et du coup, j'avais bien augmenté à ce moment-là. J'avais un rendement qui était tellement plus généreux. Je suis devenue blogueuse en 1 heure, voilà. Non. Grâce à un concours. Pas blogueuse, mais j'avais un rendement, en tout cas Insta, qui était beaucoup plus sympa que maintenant. Hein. Maintenant, j'ai carrément moins de likes, moins de commentaires et tout ça. Et du coup, en fait, il y avait un essor à ce moment-là. C'était vachement la mode Disney sur Insta. Je sais pas, il y avait une autre communauté. Communauté de filles, mais un peu girly. Et moi, j'étais à fond dedans. Et du coup, je pense qu'on a commencé à suivre pas mal entre girls et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé à faire un truc d'Insta, mais je pense que j'ai pas assez surfé sur la vague, et puis je me concentrais vachement sur mes études. Mais peut-être que si j'avais pas eu mes études, j'aurais peut-être tout donné et j'aurais percé ou pas, on n'en sait rien. Mais comme quoi, tout n'arrive pas comme ça. Là, c'est parce que j'ai participé à un concours. Si j'avais pas participé, peut-être que je n'aurais jamais connu ce que j'ai pu connaître de cool grâce à Insta. On sait pas. Donc c'est pour ça que je te parle d'égalité des chances. Après, il faut saisir sa chance quand elle s'offre à toi aussi, mais c'est délicat. C'est très beau ce que tu dis. Waouh. Très poétique. Ouais. On aime bien ce genre de message. Et justement, parce qu'au final, on demande toujours comment ça a commencé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais après, qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Tu t'es dit, ok, c'est mon moment, il faut que je déploie plein de contenu, ou je vais attendre un peu parce que j'ai un peu peur du jugement des autres ? Je pense que j'étais partagée parce que j'étais super jeune à ce moment-là. T'avais quel âge ? Quand j'ai gagné ce concours, je crois que j'avais 19 ans ou 20 ans. Et je pense que j'avais pas la maturité à cette époque de comprendre vraiment tous les enjeux des réseaux sociaux. Je pense que les ados aujourd'hui sont vraiment plus à même de comprendre. C'est une nouvelle ère en fait. Et nous, c'était encore tout nouveau, tout neuf. Et je me concentrais vachement sur mes études qui me prenaient beaucoup de temps, mais j'étais à fond sur Insta, je partageais, je disais même, enfin, je racontais un petit peu plus ma vie que actuellement. Et je pense qu'il y avait
c'était une communauté qui était plus restreinte et du coup, il y avait plus de... Je sais pas comment dire, mais c'était pas Twitter, quoi. C'était moins la place publique. Il y avait un truc d'un peu secret ou je sais pas, tu sais, il y avait ce truc et c'était bien. Et du coup, j'ai commencé à créer du contenu. J'ai eu mes premiers partenariats avec des marques, pas du tout rémunérés, mais ça me faisait trop plaisir de recevoir un produit. Et du coup, que je mettais un petit peu en avant sur des jolies photos et tout ça. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, hein, à cette époque, l'algorithme était tellement sympa que si t'étais reposté par Undies ou quoi, ben tu prenais un peu de fame, quoi, rapidement. Et moi, j'en ai pas fait non plus des choses de fou, mais j'ai prospéré comme ça tranquillement, tout en faisant mes études et en profitant de ma vie d'étudiante. Et en tout cas, je me suis jamais dit, ok, ça va être mon métier maintenant et je me consacre qu'à ça. J'avais vraiment en tête le fait que il faut que j'ai des diplômes, il faut que je devienne créa. Parce que, en fait, ce monde, on sait pas où il mène. Et puis, c'était trop compliqué à 20 ans ou à 19 ans de miser sur, ok, mon avenir pro, bah, il est dans Insta. C'était trop compliqué à l'époque, en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une tentative ou je sais pas. Mais en tout cas, à mon époque, c'était pas envisageable de tout miser sur ça. Je devais faire des études et je devais trouver un moyen de faire un métier qui me plaît à peu près. Et de gagner mes sous pour prendre mon indépendance rapidement. Et c'était sur ça que je me focalisais plus que l'influence et l'Instagame et tout ça. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est pas ton métier principal aujourd'hui. Non, c'est pas du tout une source d'argent. Ça ne m'apporte pas d'argent. Ça m'apporte... Rien du tout ? Non, très rarement. À un moment donné, ça a été un petit peu plus prospère, on va dire, où j'avais des partenariats rémunérés. Et là, je pense qu'on faisait appel à moi vraiment pour ma créativité. Il y a même des choses qui n'étaient pas demandées d'afficher sur mon compte. En fait, c'était vraiment de la créa parce qu'on aimait bien mes photos et que je commençais à me professionnaliser aussi, que j'arrivais à faire des setups à la maison, d'acheter ce qu'il faut pour créer un mini-studio pour des produits et tout ça. Et à ce moment-là, oui, je me suis fait un peu d'argent, mais rien de fou. Et non, Insta ne m'apporte pas d'argent du tout. Et tu penses qu'à terme, ça va évoluer parce que tout à l'heure, tu parlais justement des changements d'Instagram. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur la rémunération potentielle des Instagrammeurs ? Ouais. Mais je pense que en fait, Insta, quand ça a commencé à être bien fréquenté par les utilisateurs, il y a un truc qui s'est passé avant qu'ils mettent leur algorithme à jour et tout ça. Il y a un truc, c'était vraiment efficace. Et en fait, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis en place tout ce stratagème. Hein. Parce que là, les gens qui ont surfé sur ça, ils ont réussi à se faire des belles vitrines, à se rémunérer, à avoir assez d'engagement et tout ça. Et pas besoin de pub, pas besoin de tout ce que met en place les applications ou les plateformes comme Facebook et tout ça. Et du coup, ils ont grave surfé sur le truc et il y a eu, je pense, un essor de business là-dedans. Et qui a très vite voulu être contrôlé par les grandes firmes, quoi. Et maintenant qu'il est contrôlé, algorithmé à mort et tout ça, je pense que c'est de plus en plus difficile de faire des sous. De créer son business au travers d'Insta, je pense que c'est un nouveau défi. Je pense qu'il y a eu une petite période où si tu l'utilisais bien, que tu étais intelligent et que tu avais une stratégie et peut-être des bonnes personnes à tes côtés dans le monde de la com qui suivaient bien les nouvelles technologies et les apps comme ça naissantes, tu pouvais vraiment t'en sortir. Et du coup, ces personnes-là, peut-être qu'aujourd'hui, elles sont sereines et elles peuvent continuer de vivre de l'influence. Mais je pense, à mon humble avis, peut-être que je me trompe, que maintenant, ça a changé et que si t'es nouvelle ou nouveau sur cette plateforme, ça va être plus délicat. Et en tout cas, le chemin va être plus long. Et je suis même pas certaine de combien de temps va encore vivre cette application. Parce que je pense qu'elle vieillit aussi. Et les choses vieillissent très vite. Elle a 10 ans, l'application. Tu te rends compte quand même qu'on se dit qu'elle est vieille, sachant que Facebook est déjà considéré comme, entre guillemets, un réseau social dépassé. Je relativise, parce que Facebook reste pertinent pour plein d'éléments. Il reste un très bon outil, un très bon réseau social, mais par exemple, moi je vois très bien que ma petite sœur, mon petit frère sont pas du tout sur Facebook. À aucun moment, ils se sont dit on va s'inscrire dessus. Alors que je pense que toi, comme moi, quand on était au collège-lycée, le premier réseau social qu'on a investi, c'était vraiment Facebook. Ah ouais, c'était le b.a.-ba. Donc selon toi, Insta, c'est le nouveau Facebook en fait, entre guillemets. Ouais, je pense, mais peut-être que je me trompe. À part si Révolution, ils arrivent à innover et à faire un truc ouf, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, tu vois, tu parles de Facebook, moi je m'en sers pas du tout depuis des années.
Ah ouais ? Non, pas du tout, jamais, très rarement. Tu postes rien, tu regardes pas d'événements, parce que c'est vrai que non. c'est assez utilisé pour les événements. Ouais, je sais, mais non, plus du tout, quoi. Plus du tout. Je pense que, ouais, non. Et je m'en suis même jamais trop servie, finalement. Alors que Insta, je suis vraiment plus dessus, quoi. Mais ouais, je pense que c'est possible que ça soit en train de mourir comme Facebook, quoi. Et du coup, ce serait quoi le nouveau réseau social Je sais pas. À envahir, à investir maintenant. Il faut que les génies d'aujourd'hui inventent un truc sympa et qu'ils le sortent, qu'ils le développent et qu'ils emmènent du monde dessus. Tu penses que ce qu'on a, par exemple YouTube, TikTok, c'est mort ? C'est pas assez... Non, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'eux, ils ont encore... Mais même Insta, peut-être qu'il a encore des années devant lui. Mais à voir. En tout cas, servi... comme on a pu s'en servir, nous les photographes, comme des vitrines ou les créas et tout ça, je pense que c'est en train de perdre son charme parce qu'on est trop et qu'il y a trop de vitrines et que ça devient compliqué. Enfin, je sais pas, je pense que c'est saturé, que c'est un peu mélangé, que d'un coup t'as des influenceurs dans tes recherches et que d'un coup t'as des bébés, et d'un coup t'as tout et n'importe quoi, et du coup je pense qu'on s'y perd et que la période fait que aussi je pense qu'on sature de ces réseaux, même si on y passe du temps finalement. Donc je sais pas trop, je suis un peu sceptique. En tout cas, le terme business et Insta, je pense que ça peut mourir. Et Insta, je sais pas trop comment elle va évoluer, l'application, pour un utilisateur normal. Je sais pas trop. En fait, j'ai jamais été un utilisateur normal, finalement. Mm-hmm. Donc, je sais... J'ai pas trop cet angle de vue. J'ai toujours été créateur de contenu. Créatrice, d'ailleurs. Je parle toujours au masculin, mais... Wesh je suis une meuf. Donc, créatrice de contenu et... C'est vrai que j'ai jamais eu trop l'angle de est-ce qu'on se sert d'Insta juste pour suivre ses potes et parler avec ses potes en DM ou même, Personnellement, étant utilisatrice totalement lambda, non, mes potes, souvent, je leur parle sur Messenger. Ça reste quand même SMS classique. Peut-être que je suis une vieille, hein, mais... Du coup, tu te nourris de quoi ? D'ailleurs, c'est moi qui fais des questions maintenant. Ok, d'accord, merci. On a inversé les rôles, non, super. Je plaisante. Mais juste cette question, ouais, tu te nourris de quoi sur Insta ? J'avoue que j'aime bien voir aussi tout ce qui est créativité, c'est l'esthétisme des photos. Donc au début c'était ça en fait, parce que maintenant j'aime bien aussi me nourrir de choses culturelles. En fait il y a beaucoup d'influenceurs, d'Instagrammeurs, de blogueurs, enfin différentes personnes qui vont commencer à poster des choses sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils ressentent. Et je trouve que c'est de plus en plus nécessaire, en fait. Même, il y en a très peu, mais qui parlent des choses qui sont des complexes, en fait, au final, chez nous. Des personnes avec des formes, des personnes avec des défauts physiques, des personnes avec même des défauts au niveau intellectuel, même spirituellement. Enfin, quand je dis spirituellement, je parle aussi au niveau psychologie. Je trouve ça important en fait de partager ce qui va bien dans notre vie, mais aussi ce qui va pas bien. Et Facebook, j'avais vraiment l'impression qu'on partage quelque chose qui est dans une vitre, très glacé, tu vois, c'est un instant T et c'est tout. Alors qu'Instagram, comment c'est construit, pour moi, c'est un peu comme un journal en fait. Moi, ce que j'y dépose, c'est quelque chose que je pourrais regarder dans des années en me disant, ok, j'ai vécu ça, tel pote a vécu ça et tout, et revoir. Et en même temps, pouvoir le construire. Tu vois, demain, si j'ai envie de mettre une photo en noir et blanc, avoir un fil complètement déprimant, je le ferai. Si j'ai envie d'un truc très punchy, très coloré, je peux le faire aussi. J'aime bien le fait que tu aies vraiment une liberté de construire un peu ce que tu veux. Par exemple, un blog, si je faisais un blog pour avoir un journal intime, tu choisis la construction, je vais pas m'amuser tous les jours à le changer. Alors qu'Instagram, tu as vraiment cette liberté-là, en fait. Ah ouais, c'est intéressant. J'aime bien le mot que tu emploies, c'est le journal. Pour moi, c'est un journal de bord. Et c'est pour ça qu'il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est supprimer toutes mes photos. Donc, il y a toutes mes photos. J'aurais dû en supprimer peut-être une dizaine. Mais c'est vrai que ça m'est déjà traversé l'esprit en 8 ans d'Insta, de me dire vas-y, je supprime tout et je recommence. Bon bah écoute, je vais aller un peu t'espionner là, hein. J'espère qu'il y a du dos, c'est maintenant. Bon courage, parce que vraiment il y a beaucoup de photos, je crois que j'en ai 2000 plus, j'en sais rien. 2000 photos. Ouais, du coup depuis 2012. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et du coup c'est vraiment mon journal de bord et je pense que j'arriverai jamais à supprimer parce que justement il y a eu toute cette phase Disney, après il y a eu toute ma phase étudiante où j'avais 1 million de coupes de cheveux différentes, des dreads, des cheveux bleus, des cheveux roses. T'as eu des dreads? J'ai eu des dreadlocks. Et ouais, genre en mode festoche, je postais même des photos de festoche parce que j'emmenais mon appareil
en festival et je prenais des photos comme une grande photographe. Mais je kiffais trop en fait. Et donc j'ai vraiment partagé toute ma vie. Et comme toi, je peux replonger là-dedans. Je peux replonger quand j'étais plus fifi, plus ci, plus ça. Et puis voilà, les choses que j'ai vécues, je sais les situer dans Insta, enfin dans ma galerie en tout cas. Et je sais me rappeler que là, j'allais un peu moins bien et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu moins de qualité ou un petit peu moins d'âme. Mais en fait, ça rajoute un truc et je me rappelle. Après, c'est hyper perso. Les gens, ils vont pas se dire « Oula, en 2017 et tout ». En plus, les gens ne vont jamais aussi loin. Mais je suis d'accord que pour le côté perso et pour soi, c'est très bien construit et la plateforme est belle et tu peux vraiment naviguer dans ta vie en fait et avoir un beau souvenir de toi, tes moments, tes amis. Et pourtant, moi, c'est hyper narcissique. Je poste que des photos, soit un peu de moi, même si on voit pas trop ma tête, ou de voyage, mais je me rappelle quand même les gens qui étaient là à ce moment-là et tout ça. Donc j'ai bien aimé ce mot que tu as employé pour parler d'Insta. C'est vrai que je transformerais plus journal de bord, du coup, plus que journal... Ouais, parce que journal intime, tu vas quand même pas... Enfin, je pense que personne ne va jamais mettre ses pensées les plus obscures sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a qui s'en servent comme ça. Il y en a, certainement. J'aimais bien aussi le fait que toi, ce qui t'inspire, c'est le côté un petit peu plus humain. Donc finalement, tu parles quand même d'influenceurs, parce que tu suis des influenceurs qui vont être leaders d'idées ou d'opinions, mais plus positifs sur le négatif. Donc en fait, qui vont mettre en avant des choses plus réelles, plus normales et moins édulcorées, moins derrière une vitrine. Et j'avoue qu'il y a un essor de ça, même par rapport à la consommation. Avant, les influenceurs poussaient à la consommation. Ouais. Maintenant, c'est plus réfléchi. C'est pas j'ai acheté un nouveau pantalon, allez tous l'acheter, je vous donne un code promo. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une évolution qui tend vers l'écologie et tout ça. Mais je trouve que ça remonte pas encore assez dans l'algorithme. Perso, moi, j'ai encore beaucoup de restes de ma consommation passée, donc c'est-à-dire le parfait, les influenceuses aux vies parfaites. Voilà, le truc qui est un peu déprimant à force en fait de voir tant de perfection. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait qu'en effet, de plus en plus, il y a un nouveau tournant et des choses vraiment beaucoup plus humaines et les gens se livrent même plus. C'est ça. Et c'est intéressant à voir. Et je pense que c'est comme ça que les influenceurs actuels marchent d'ailleurs, c'est parce qu'ils arrivent à faire qu'on s'accroche à leur vie et à leur vie normale et pas leur vie parfaite. À la situation. Parce qu'au final, elle en parlait, elle-même, elle est très vraie en fait. Elle le disait, je sais plus, je pense que c'était une interview pour Slate. Non, peut-être que j'invente, je ne me rappelle plus exactement. Mais je me rappelle l'avoir en tout cas entendu dire que, grosso modo, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de voir des vies parfaites, mais surtout de voir ce que les gens font en fait dans la vraie vie, des défauts, des choses peut-être qui seraient considérées comme anormales parce que pas esthétiquement plaisantes, mais au final des choses que tout le monde fait. Ouais. Notre vie elle est pas parfaite H24 en fait. Non, et heureusement quelque part. Mais je pense que ça nous a fait rêver un temps, tout cet essor de perfection. Ça nous a fait rêver un temps, et puis après ça nous a saturés, ça nous a déprimés, ça nous a rappelé à quel point notre vie, elle, est imparfaite. Et en plus, vu quand on suit des gens comme ça, même avant, je pense que l'époque, les générations avant, c'était peut-être les magazines People ou quoi, avec leur yacht et tout ça. Je pense que c'était un peu la même chose finalement, mais encore plus prenant, encore plus immersif, parce qu'on est carrément dans les beaux intérieurs, les belles maisons, les familles parfaites, où il n'y a pas de place à la maladie, aux défauts, aux complexes, aux difficultés, voilà, c'est ça. Et du coup, je pense qu'au début, ça nous a fait rêver, parce que ça... Tous, je pense, quand on a consommé Insta un peu dans les premières années avec toute cette influence parfaite, on s'est dit cool, c'est un but à atteindre, moi aussi je veux ça et tout ça. Et ça a pu être moteur à un moment donné, mais trop rapidement, c'est trop blasant, c'est trop déprimant. Ça nous rappelle juste tout ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'aura certainement jamais, ou en tout cas très difficilement. Et du coup, les gens, ils veulent plus de ça, surtout avec toute l'actualité qui est négative au possible depuis 2-3 ans, qu'on enchaîne un petit peu les drames. Enfin, je pense que les gens ont vraiment besoin de plus de sincérité et que les personnes qui ont de la fame soient vraiment plus authentiques et sur qui on peut vraiment s'identifier. Et ouais, tu me parles de Léna Situation, c'est vrai qu'elle est assez sincère, assez vraie. Son divertissement, enfin la création de contenu qu'elle fait est vraiment chiadée. Elle a vraiment un œil pour que ce soit ni trop parfait, ni amateur. Donc elle est vraiment dans la justesse. Mais je mets une réserve sur le fait que quand même, elle était au bon endroit et bien entourée au bon moment. Et que je pense pas qu'une nana de la Creuse aurait pu être une Léna Situation. Tu vois ce que je veux dire ? On est quand même dans la capitale, proche de célébrités. Donc ok, certes, d'un
d'une bande de jeunes qui sont devenus célèbres, ils ont réussi à se porter vers le haut, mais il y avait une bande. Est-ce que dans la Creuse, t'as ta bande, tu vois? Mais tu peux avoir ta bande, hein, mais je suis pas sûre qu'ils soient connus. Est-ce que ça va monter comme ça? Après, peut-être que après, il y a beaucoup aussi de gens qui ont tout réuni et finalement qui perceront jamais. Mais dans tous les cas, il y a forcément un élément qui va plaire, en fait, quelque chose qui va peser et qui va faire que demain tu vas percer. Mais elle-même, elle le dit, je pense aussi qu'il y a eu un moment un facteur chance, quelque chose qui est arrivé. Après, elle bosse. Clairement, c'est une des blogueuses qui bosse le plus, en fait. Ouais. Je sais pas si on peut dire blogueuse. Je pense qu'elle est... Ouais, je dis blogueuse. En fait, j'aime bien ce terme, tu vois. Ouais, t'es attachée, t'es puriste. J'adore ce terme. Moi, je suis une vieille de la vieille et voilà. T'es une mamita. Une petite mamita, mais non, mais c'est une influenceuse, en fait, ouais, très bossy, en fait. Même elle-même, je trouve qu'elle a... C'est une working girl. Ouais. Elle a un peu normalisé cette image-là qui, au final, était assez américaine. Mais qu'on n'avait pas forcément... Enfin, je sais pas, toi, ce que t'en penses, parce que pour le coup, je connais moins les réseaux sociaux que toi, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait énormément de nanas qui étaient sur les réseaux sociaux et qui nous donnaient cette image de bosser, faites les trucs à fond et tout. Tu vois, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de communication sur le boulot qui était fait. Pas qu'elles ne bossent pas, mais juste qu'elles ne le disent pas autant. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de nanas, justement, qui se sont exprimées sur la charge de travail, mais pour se justifier, en fait. Moi, j'ai assisté à pas mal de coups de gueule d'influenceuses à un moment donné. Justement, quand tu parlais tout à l'heure un peu de la gratuité de cette carrière et de ce métier, et que les gens ont un regard très péjoratif là-dessus, il y a beaucoup d'influenceuses qui se sont exprimées, genre, mais regardez comment je bosse, et c'est presque devenu je me plains. En mode non mais moi je bosse jusqu'à 22h sur mon ordinateur, nanana. Et du coup genre je pense que Léna Situation, c'est celle qui le fait le mieux et par passion. Elle se plaint pas, elle dit juste j'adore ce taf et je m'y mets à fond parce que je veux que ça perdure, là ça marche pour moi et je veux que ça continue comme ça et je taffe, j'adore ça. J'ai même pas un monteur, c'est moi qui monte mes vidéos et du coup c'est plaisant à entendre parce que en fait quand quelqu'un est positif devant toi, tu peux que être positive en fait, enfin avoir un accueil plus égale plus. Voilà, c'est ça, un accueil plus chaleureux de ce qui est dit, même si c'est pas agréable parce que être une acharnée de travail en général, c'est pas non plus enfin il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la fatigue, l'épuisement, peut-être même le burn-out ou quoi. Enfin, je souhaite pas du tout, mais en tout cas en tout cas, on a une image péjorative du boulot, de ouais. Trop boulot. En tout cas en France, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose Ben, je pense que c'est parce que la saturation de boulot, c'est quelque chose qui est imposé et qui est rarement vient de soi-même. C'est rarement de toi-même parce que tu kiffes ce que tu fais, que tu vas être une acharnée de taf. Et souvent, c'est dans la demande patronale, en fait. Et du coup, tu vas te mettre en quatre, pas pour ton propre bébé. Enfin, je pense qu'il y en a, il y a les auto-entrepreneurs et tout ça, de plus en plus. Mais je pense que pourquoi ça a une mauvaise image, parce que nos anciens se sont acharnés au taf pour nourrir leur famille, en fait. Et que de voir peut-être des gens acharnés du taf dans leur passion, on leur donne moins de crédibilité. Alors que, oui, Léna travaille très très fort. Et elle a tout notre respect pour ça. Mais je pense que moi, j'ai déjà vu pas mal d'influenceuses parler de leur charge de travail, mais avec une connotation négative ou pour se justifier, pour se plaindre. Et Léna le fait autrement, et je pense que c'est pour ça qu'on se dit... ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, elle bosse et elle mérite. Et on est un petit peu moins en train de vomir devant sa vie qui a l'air juste ouf, en fait. Alors que les autres influenceuses... oh, t'as une vie dingue et en plus tu te plains. Oui, ok, j'ai compris, tu bosses sur ton ordi jusqu'à 22h, mais en fait, c'est un peu le ressentiment qu'un utilisateur peut avoir quand c'est mal abordé et tout ça. Tout est question de forme, hein. Puis surtout dans cette nouvelle ère où tout le monde est froissé un peu pour tout et pour rien. Donc, je pense que je sais plus où je voulais en venir, mais c'était un peu le tour de la question que je voulais faire. Et les réseaux sociaux, pour toi, comment ils ont évolué ? Plus dans l'ambiance, le ton ? Parce que là, tu disais justement que les gens ont tendance à plus se froisser. Tu t'as parlé aussi de comment c'était au début, quelque chose de plus intimiste, plus... pas Disneyland Paris, pas bisounours, mais quelque chose en fait plus familial. C'était restreint et on était jeunes. Du coup, il y avait un espèce de truc nouveau en fait. C'était la nouveauté et je pense qu'on était juste curieux. Je pense que TikTok a eu ça au début, quand c'était pour les ados, en mode ils étaient curieux, ils avaient leur monde à eux avant que les trentenaires débarquent dessus. Et alors après c'est tout le danger, hein. Moi je n'encense aucune application en bien ou en mal, mais par exemple... Je sais que tu aimes TikTok.
Ne dis pas Moi, l'inverse. j'aime TikTok, oui, mais je veux pas dire que c'est la meilleure appli ou la pire. Mais je pense qu'au début, c'était vraiment prisé par les ados. Comme nous, peut-être on a pu priser Insta. Enfin, je crois pas que c'était les soixantenaires ou des quinquas ou même des trentenaires qui étaient sur Insta quand c'est sorti. Je pense que c'était les ados en premier lieu. Et je pense que cette nouveauté, un peu la chair fraîche en fait, tu vois, fait que on était moins à l'aise pour se permettre des commentaires, des ci, des ça. Enfin, un truc comme la place publique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, comme une place publique. Et c'est un peu le défaut des réseaux sociaux, c'est que quand ils prennent du monde et qu'on s'habitue et qu'on le banalise, ça redevient très rapidement une place publique, parce que ça reste des plateformes qui j'ai pas le mot, qui demandent en fait l'échange, en fait, qui soutient l'échange et j'ai un gros trou de mots là. Je te sens paniquée là. Non, ouais, un peu. C'est pas grave. En gros, tu trouveras le mot après. Voilà, les applications sont là pour combler un vide. Non, pour être moteur. J'ai vraiment pas le mot. Okay. Pour être moteur d'échange en fait, moteur de fédérer des communautés et tout ça. Et du coup, je pense que quand elles prennent de l'âge, ces applications, et que du coup, la communauté prend de l'âge, et qu'on vieillit tous un peu cons. Oh là là, la vision des personnes plus âgées, non, là, tout de suite. Non, en vrai, je dis ça, mais les ados, c'est pareil, ils sont cruels entre eux. Je pense qu'on est tous un peu cruels. À un moment donné, on est tous un peu cons. Ouais, je pense. Vieux, jeunes. Mais plus c'est fréquenté, plus c'est utilisé, et plus tout devient... le lynchage public, en fait, que ce soit sur YouTube ou TikTok ou Twitter ou Insta. Encore sur Insta, franchement, à part sur les comptes politisés, les comptes à polémique, en fait, les comptes féministes ou autres, là, il va y avoir du débat et c'est intéressant plus ou moins. Mais c'est vrai qu'en fait, sous les influenceurs, je vois pas non plus de déferlante de haine. Mais moi, c'est un petit peu mon appréhension des applications. Quand tu me demandes comment elles évoluent à tes yeux, je trouve que ça fait peur parce que parfois, je trouve que ça attise vachement la haine. Et on se rend pas compte que même si c'est virtuel, ça peut vraiment faire du mal aux gens, en fait. Je vais poser une question sensible, du coup. Est-ce que tu la vois venir, cette question ? Je sais pas, vas-y. Est-ce que toi, t'as été victime, malheureusement, un peu de cette place publique ? Alors moi, j'ai été cyberharcelée au collège, mais aucun rapport avec les réseaux sociaux comme on l'entend. C'est pas Insta, c'est pas... Tu n'es pas obligée d'en parler plus que ça. Moi, franchement, si tu veux que j'en parle, sinon j'en parle pas. Non, mais c'est plus par rapport aux réseaux sociaux, en fait, sans pour autant entrer dans les détails, parce que voilà. Moi, c'était vraiment local et j'étais au collège et du coup, à l'époque, c'était Skyblog, donc il y avait quand même une plateforme, il y avait quand même un réseau social, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est via cette plateforme qu'il y a eu du harcèlement, du cyberharcèlement, comme beaucoup peuvent le vivre au collège avec les moyens du bord. Et moi, à ce moment-là, c'était Skyblog et je doute pas une seconde pour avoir fait, pas une thèse, mais en tout cas un gros projet étudiant là-dessus, que les nouveaux réseaux sont aussi un moyen d'harceler en local et pas les influenceurs facile, ou pas les grandes machines qui tournent et qui finalement vont être un petit peu touchées par tout ce mouvement de haine, on va dire. Bon, je pense qu'elles sont touchées, mais on va dire qu'il y a une notoriété et un travail derrière qui fait que. Mais je pense que oui, ça peut être un outil pour les plus jeunes et harceler, faire du mal, dans l'époque collège et tout ça. Donc c'est un peu le danger. C'est un peu le danger de tout ça. Et toi, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si y a quelqu'un, je sais pas, un développeur, qui venait te voir et qui te disait « Écoute Anna, c'est quoi le réseau social que tu veux demain ?» Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Punaise, ça c'est de la question... Ça c'est de la question, je sais pas. Est-ce que je voudrais un seul réseau ou est-ce que j'en voudrais pas plusieurs, tu vois ? Est-ce que je voudrais pas une application pour la création de contenu, vraiment photo, une autre pour autre chose ? Je sais pas trop, franchement. En fait, là, on en a tellement à dispo. On a Pinterest, Insta. Après, surtout pour la créa, de mon côté, on a Behance, c'est plein de trucs très ressources, en fait, d'inspiration. Du coup, quoi faire de nouveau ? Ça, c'est pas trop mon domaine, l'innovation techno. Je sais pas, tu voudrais quoi, toi ? Je sais pas si je voudrais forcément quelque chose de nouveau, mais en tout cas qu'il y ait des nouveaux mécanismes, tu vois, parce que par exemple tu parlais du
du flot d'informations qui est vraiment important. Tu vois, là, étant dans une période où j'ai plus de temps pour regarder les réseaux sociaux, et puis même, je pense que pendant le confinement, on l'a tous vécu, on était beaucoup plus connectés à tous ces réseaux sociaux-là. J'ai vraiment l'impression parfois d'être lessivée après avoir fait le tour des réseaux sociaux. Je check 10 000 fois, savoir s'il y a des notifications, je vois plein de choses. Il y a des choses qui, effectivement, me nourrissent, mais au bout d'un moment, tu vois, au bout d'une heure d'utilisation, même tous réseaux sociaux confondus, je suis épuisée. Et je pense que j'aimerais que ce soit restreint. Par exemple, j'ai plein de pubs et personnellement, je suis pas hyper sensible à la pub, alors que je suis dans le domaine de la communication de base, mais pour le coup, moi j'achète si vraiment j'ai envie de quelque chose, qu'on me l'a recommandé, mais je ne fonctionne absolument pas par la pub. Et ça m'épuise en fait qu'il y en ait autant. Et même toutes les suggestions, en fait, je pense que, je sais pas, j'aimerais quelque chose de différent, mais que ce soit pas infini. Parce que voilà, l'infini, c'est beaucoup de liberté, et des fois la liberté, c'est pas forcément... je parle effectivement là du nombre d'informations, hein. Je parle pas de façon générale, mais en tout cas, moi, quand j'ai la liberté d'apprendre plein de choses, je veux tellement apprendre tellement de choses qu'en fait, je me mets en difficulté parce que mon cerveau ne peut pas retenir autant de choses et ça m'angoisse. Oui, je comprends. Là où je te rejoins, et du coup, si je devais parler à ce développeur qui changerait ou qui ferait une nouvelle application... On va en trouver un. Moi, en fait, je pense que, après, je reste bloquée sur Insta, mais j'aimais beaucoup l'ancien fonctionnement, les premiers algorithmes, où c'était chronologique. Et en fait, donc, quand tu suivais une personne, tu la suivais dans le temps. Donc, tu suivais ce qu'elle avait posté le 12 mars, vraiment. Et en général, maintenant, de plus en plus, les créateurs de contenu font à l'avance. Mais en général, si tu suis vu que les gens sont de plus en plus sincères, on va dire, et de plus en plus dans l'instantané, en fait, tu regardais un moment. Par exemple, tu regardais à 20h le soir et tu faisais un petit récap de la journée. Et il y avait une fin. Parce que si tu suis 100 personnes, il y a une fin. Et si t'as loupé une semaine, normalement, tu vas aller regarder ceux que t'aimes et tu vas les restituer dans le temps. Et je pense que ça, tu te perds moins quand c'est chronologique. Tu vois plus l'info que t'as envie de voir, la chose que tu suis, que t'as envie de suivre au quotidien. Et du coup, s'il y a un truc, je pense que j'ai pas fait trop le deuil de cette époque parce que c'était vraiment... J'aime trop Insta à l'époque. Vraiment, moi, à ce moment-là, ou alors peut-être parce que j'étais plus jeune ou parce que c'était la nouveauté, mais j'aimais vraiment ce mode de fonctionnement où tu suivais des comptes et qui s'alimentaient et puis ils remontaient bien tous. Maintenant, c'est toujours la même chose qui remonte. C'est fait par enregistrement de mots ou de mots-clés. Il suffit que tu aies aimé une seule photo, par exemple d'une nana avec un corps parfait. Mais c'est tu vas en avoir 30 000 alors que jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est ça, ce que tu veux voir, c'est les personnes que tu suis, c'est les comptes que tu suis, les comptes d'eux-mêmes ou les comptes d'influenceurs ou les comptes politisés. Enfin, voilà, peu importe. Je trouve qu'on n'a plus la liberté de faire notre propre Insta. La gueule qu'on veut qu'il ait en fait. Et même s'ils font ça en mode mais on réfléchit pour vous en fait avec notre algorithme, on réfléchit pour vous, on le fait même mieux que vous parce qu'on va vous proposer un truc vraiment qui vous correspond. Mais c'est si faux, personne n'est juste qu'un truc, personne n'est que l'influenceuse de la femme parfaite, je reprends ton exemple. Non, les personnes, ils aiment peut-être suivre un compte d'eux-mêmes et un compte hyper politique et un compte de peinture. Et ils veulent voir ça dans leur feed et pour que tous ces trucs hyper opposés, en fait. Voilà, c'est ça, que toutes ces choses soient opposées, il faut enlever ce mécanisme, comme tu dis, j'offre un contenu illimité sur un seul thème et je suis d'accord avec toi, on se perd et du coup, je trouve qu'on y trouve moins de plaisir. En fait, dans les suggestions, peut-être qu'ils peuvent s'inspirer de nos recherches, mais dans le feed et ce qui est proposé quotidiennement, parce que c'est ça qu'on regarde en premier, ça devrait être chronologique, ça devrait être ce qu'on suit, ça devrait être ce qu'on aime, que ce soit cohérent ou pas. Et je vais terminer quand même ce podcast. Je parle tellement, je suis désolée. Non, c'est ce qu'on voulait. Écoute, moi aussi, j'ai tellement de questions d'autres à te poser, mais je pense que déjà, on va laisser les gens écouter, voir s'ils ont également des questions, des choses sur lesquelles ils aimeraient rebondir. Mais juste, une dernière question pour toi. J'écoute. Comment tu résumerais, c'est assez compliqué quand même, hein. J'adore cette question-là. Comment tu résumerais en un mot, une chanson, une image, tout ce que tu veux, les réseaux sociaux? Non mais t'as vu mon débit de parole, tu crois que je peux résumer? C'est pas grave. Les réseaux sociaux, en un mot, une chanson, quelque chose. Une image, du coup il faut que tu la décrives parce que les gens ne peuvent pas voir là, hein. Je dirais la fête foraine. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'il y a à boire, à manger, et des sensations fortes, des sensations douces, et tout un monde d'ethnies et de gens différents qui viennent, des familles, des ados, des jeunes, et c'est la fête. C'est le côté positif que j'aime bien. Et très coloré.
Je suis fan des fêtes foraines. Je le sais. Maintenant, tout le monde le sait. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Soso. Merci pour ces jolis mots qui vont finir ce podcast. À très bientôt. À bientôt. Bonaparte.